2010, c'est l'année internationale de la biodiversité. Et alors, avec plus de 60% d'espace naturel sur son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines est plutôt concerné par le sujet. Et oui, petite fleur, cette émission est aussi pour toi. Oh, une libellule. 60% d'espaces verts et bleus à Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération gère 500 hectares d'espaces verts aménagés, 78 000 arbres ou encore 42 hectares de bois urbain, un patrimoine exceptionnel qu'il s'agit d'entretenir tout en préservant la biodiversité. Et là, vous allez me dire pourquoi et comment faire. Et moi, je vous répondrai... Céline ? Céline ? Il y a un écosystème en milieu urbain et depuis quelques années, on s'est rendu compte que justement la biodiversité en milieu urbain était très intéressante et valait le coup d'être préservée. Elle contribue au bien-être des habitants déjà. Elles apportent des services que l'on appelle des services écosystémiques parce qu'elles permettent d'abaisser par exemple la température en milieu urbain. Elles captent le CO2, elles peuvent filtrer certaines pollutions du sol, voire même de l'air. Il est donc indispensable pour l'homme de préserver cette biodiversité. Dans le cadre d'une étude que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a lancée, qui s'appelle donc une étude Trame verte et bleue, on a pu identifier justement sur le territoire des noyaux de biodiversité et puis donc des corridors biologiques qui sont en fait des zones où la faune et la flore peuvent se déplacer d'un noyau de biodiversité à l'autre. Une étude Trame verte et des inventaires complémentaires sur la faune ou la flore qui ont permis d'intégrer la question de la biodiversité dans les aménagements urbains de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais pas seulement. L'arrêt d'emploi de pesticides depuis maintenant 3 ans. Une sensibilisation aussi des citoyens. Un guide de l'éco-jardin a été rédigé en partenariat avec le PNR, car il faut savoir que les habitants sont aussi des acteurs très importants pour préserver cette biodiversité. La communauté d'agglomération réalise des fleurissements alternatifs, comme vous pouvez en voir derrière moi, donc avec des prairies fleuries qui limitent les arrosages, limitent les interventions et sont aussi des zones refuges pour les insectes pollinisateurs ou auxiliaires aussi de la flore locale. Mais la biodiversité, c'est l'affaire de tous et il n'y a pas d'âge pour en apprendre les enjeux. Ainsi, la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable organise un certain nombre d'actions et de visites avec tous les publics, tels que des classes d'eau. C'est un moment fort, c'est-à-dire que pendant une semaine, on banalise le planning de la classe. L'intérêt de cette classe, c'est de proposer des activités qui soient sur site, donc des sorties, typiquement celles que l'on propose cet après-midi, mais aussi de faire intervenir des acteurs de l'eau qui viennent expliquer justement qu'est-ce que c'est que l'eau, comment on la gère, comment on la protège, comment on fait pour ne pas la gaspiller. Les enseignants proposent des cours spécifiques dédiés à cette matière qui est la ressource eau. Cet après-midi, c'est une activité qui se passe en extérieur sur le site de la réserve naturelle. Et en fait, ils vont voir avec un animateur de la réserve la faune que l'on peut trouver aux abords de l'eau. Des enseignements utiles à plusieurs égards, car la connaissance et la préservation de la biodiversité ne va pas toujours de soi, et les bébêtes, souvent très utiles, que l'on trouve près de nos points d'eau, nous sont parfois réellement étrangères. N'est-ce pas, jeune homme ? C'est des asticots, mangeurs de tête. Bien, regardons ça de plus près. Trier, identifier et répertorier des espèces, voilà une activité fort intéressante. Mais qu'en pensent nos jeunes pousses ? Attention, séance frisson. So, on y va, en route pour l'aventure, attention, on va interviewer des enfants. On est en train de chercher c'est quelle espèce les animaux qu'on a dans les bacs. Et on les a pêchés à la petite cuillère. On est en train de dessiner les bêtes qu'il y a. La larve de libellule et le tétard. Là, on a trouvé une seule, c'est la zèle. C'est pour voir quelles bêtes vivent dedans, si l'eau, comment l'eau elle vient de chez nous. Pour qu'il y ait des bêtes dans l'eau, il ne faut pas polluer l'eau. Si jamais il y a un animal qui n'existe plus, il y aura un autre animal qui ne pourra pas le manger, donc il n'existera plus. Et à la fin, ça se trouve, il n'y aura plus d'hommes à la fin. Les insectes ont un rôle majeur en termes de biodiversité et si beaucoup d'entre eux sont utiles au jardin, ils peuvent aussi nous en apprendre beaucoup sur l'état de notre environnement. C'est ainsi qu'on peut trouver un hôtel à insectes à la ferme pédagogique de la base de loisirs, mais aussi, depuis un an, des ruches qui ont été installées dans le cadre de l'opération Abeilles Sentinelles de l'environnement.
On parle de l'abeille pour parler d'environnement, puisque l'abeille est un pollinisateur. Les légumes que nous mangeons existent parce qu'il y a des pollinisateurs. Pouvoir analyser le miel qui est produit par ces abeilles, ça nous permet de savoir quelles fleurs elle a butiné, dans quelle quantité, et peut-être voir si ça a une influence sur la protection de notre nature ici à Saint-Quentin. Des petites bébêtes indispensables donc et pourtant parfois mal aimées. Cette opération vise à mieux faire connaître ces sentinelles de la biodiversité aujourd'hui en danger. En pleine ville, on pourrait se demander si elle a assez de nature en fait pour faire son miel. Et en réalité, oui, il y a moins d'agriculture, donc moins de pesticides, moins d'insecticides. Et c'est vrai que c'est une des causes de mortalité forte pour les abeilles et l'ensemble des pollinisateurs. Donc là, vous avez un peu de monde sur celle-là, on va aller... Alors, y a-t-il un début de mielée? Elles sont actives. Vous avez donc 6 ruches qui sont installées, vous avez 2 salariés par base de loisirs qui sont formés à devenir apiculteurs. Donc nous avons des apiculteurs référents qui nous apprennent le métier en fait pendant 2 à 3 ans. Ensuite on est autonome, on gère le rucher comme n'importe quel apiculteur, on va faire la récolte, il y aura du miel. Mais la grande force du projet ici, c'est de faire de la pédagogie. Donc c'est toute l'année, c'est sur réservation, sur demande. Pour les enfants, pour les adultes. Après, on peut avoir des événements, comme là, vous allez avoir le 19 juin, la journée Happy Day, donc une journée nationale de mobilisation sur ce projet Abeilles Sentinelles. Et donc là, tout le public va pouvoir venir faire des activités pédagogiques sur les abeilles, des jeux de rôle, des expositions, des interactions avec les apiculteurs. La récolte devrait se faire aussi. Je crois que je suis au point là avec les abeilles, pas de soucis. Il y en a une qui est rentrée. Changement de décor et direction la maison de l'environnement, car on ne le répétera jamais assez, la biodiversité est un sujet qui concerne tout le monde. Ainsi, sachez qu'à titre privé, vous aussi, vous pouvez entretenir votre jardin tout en la respectant. Un sujet explosif. Alors en fait, on fait un cycle de conférences avec Marie-Thérèse Billman, donc, qui est une jardinière effectivement qui travaille au naturel. Et on essaye de montrer lors de ces conférences à la fois un côté un peu théorique et puis surtout de la pratique, c'est-à-dire comment on s'y prend, comment on peut gérer son potager, comment on peut associer des plantes qui vont donner des fleurs qui vont attirer les insectes, qui vont nous permettre de ne pas utiliser des insecticides pour faire pousser nos légumes. Cette terre qu'on va exploiter, puisqu'on veut y faire pousser des légumes, il faut l'enrichir. Après, il y a plein de types de techniques. Si vous avez une terre qui est un peu très argileuse, par exemple, le compost c'est assez conseillé parce que ça va l'alléger. Si vous avez une terre qui est plutôt calcaire ou sableuse, vous pouvez la pailler avec du BRF. Donc, le BRF, c'est le bois raméal fragmenté, c'est donc du bois qui est broyé et qui va permettre de protéger le sol. Ça va empêcher les mauvaises herbes de s'installer, ça va permettre de limiter l'évaporation de l'eau, donc vous aurez moins à arroser, et puis ça va aussi surtout nourrir le sol, puisque l'idée c'est vraiment que ce sol, il faut qu'il se régénère petit à petit, et si on ne met pas d'engrais chimiques artificiels, il faut trouver des méthodes naturelles pour le régénérer. Après, la deuxième étape, je dirais que c'est plutôt dans le choix de ce qu'on va faire pousser. En général, il faut essayer de trouver des choses qui sont relativement adaptées à l'endroit où vous vous trouvez. Il y a toute une série d'associations de légumes qui vont faire qu'on va réussir à, en général, éloigner les prédateurs. On associe les tomates, par exemple, aux œillets parce que ça protège les tomates d'un certain nombre de prédateurs. On sait, par exemple, que les pucerons adorent les capucines. Donc, vous mettez des capucines, du coup, tous les pucerons vont sur les capucines. Ils ne vont pas sur les autres légumes à proximité. Voilà, il y a toute une série de techniques comme ça. Bon, évidemment, il y a les inévitables limaces et escargots. Donc là, si vous voulez vraiment être dans une pratique très biologique, c'est des petits récipients avec de la bière, parce que les limaces adorent le malt, donc elles y vont, elles s'y noient, et après vous récupérez tout et vous êtes débarrassé de limaces. Et sur ces bons conseils, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon jardinage et au revoir, petites fleurs. Un dossier que vous pourrez retrouver ainsi qu'un reportage sur l'Open de France de golf, un zoom sur le bilan du Club Face et un focus sur le logement étudiant dans le Petit Cantin du mois de juin. Mais pour l'heure, on retrouve tous nos rendez-vous culturels du moment. Avec le kiosque. Merci Fabien. Et là, c'est à gauche? C'est bloqué là. On va essayer par le trou. C'est pas ça. C'est par là-bas. Le dossier
c'est de la bombe.